Et merci à Emmanuel Razavi de nous rejoindre sur CNews Europe 1, grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Iran particulièrement, bien sûr, auteur de ce dernier ouvrage que l'on voit à l'antenne et que je cite pour nos auditeurs, Paris-Téhéran, le grand dévoilement aux éditions du CERF. C'est toujours précieux de vous entendre et merci encore d'être là. Le régime des mollahs qui veut montrer qu'il est toujours prêt à faire face. Nous ne renoncerons pas à venger le sang des martyrs, promet le nouveau guide suprême dans son premier message. L'ayatollah Mojtaba Khamenei a délivré ce premier message depuis sa nomination. Message enregistré et lu. Il n'est pas apparu à l'antenne de la télévision d'État. Écoutez-le dans ce premier extrait. J'assure chacun que nous ne renoncerons pas à venger le sang de vos martyrs. La vengeance que nous avons en tête ne se limite pas aux martyrs du guide suprême de la Révolution. Chaque membre de la nation tombé en martyr aux mains de l'ennemi constitue un motif de représailles indépendant. Bien sûr, cette vengeance n'a jusqu'à présent pris qu'une forme limitée, mais tant qu'elle ne sera pas pleinement réalisée, cette affaire restera parmi nos priorités. Et nous serons particulièrement sensibles au sang de nos nourrissons et de nos enfants. Emmanuel Razavi, votre sentiment après ces premiers mots lus et sans qu'il soit apparu, ce nouveau guide suprême, il n'est pas en mesure d'apparaître physiquement? Au-delà de ce qui est dit, bien sûr, comment vous interprétez, vous, cette non-apparition? Alors, je vais rester avec beaucoup de prudence sur les informations que j'ai depuis ce matin. C'est qu'a priori, effectivement, il n'est pas en mesure d'apparaître parce qu'il serait grièvement blessé. Ça, c'est ce que disent en fait des sources qui sont proches du renseignement américain, qui expliquent qu'il est actuellement dans le coma. Il faut être encore une fois très très prudent. Mais en tout cas, ça pourrait expliquer qu'il n'apparaisse pas. Il y a un deuxième point de toute façon. Vous voyez que son message n'est pas dit, n'est pas fait pour apaiser la situation. Au contraire. On est d'accord, pardonnez-moi, qu'il il était déjà blessé avant sa nomination et il aurait été de nouveau atteint par une frappe après sa nomination. Absolument, exactement. Ce qui l'aurait mis dans le coma, comme vous le dites. Ce qui l'aurait plongé en fait dans le coma, encore une fois en étant extrêmément prudent. Vous savez, je raconte quand je parle de Mojtaba, qui n'est pas quelqu'un de très aimé dans les milieux conservateurs. C'est très surprenant qu'il se soit retrouvé en fait élu guide. En parlant d'élu, Mojtaba, ça veut dire l'élu. Et Mojtaba, une partie de l'entourage d'Ali Khamenei ne voulait pas de lui. Il est considéré très souvent comme quelqu'un de pas très doué, même si c'est quelqu'un qui a énormément d'influence. Il est très proche en fait des cercles liés aux gardiens de la Révolution, notamment en fait des cercles mafieux des gardiens de la Révolution. Il est très très lié au Basij. Le Basij, c'est la milice civile du corps des gardiens de la Révolution. Je le redis pour vos auditeurs, c'est que c'est la milice, les gardiens de la Révolution, la milice, le bras armé idéologique en fait du régime des mollahs. Donc quelqu'un d'influent, mais qu'on n'a jamais eu l'habitude de voir énormément. Là, aujourd'hui, qui est assis sur des centaines de millions de dollars, par ailleurs. On peut même dire sur des milliards. Sur des milliards, parce que je vais citer un ancien agent infiltré de la DEA, Amir Hamidi, que vous avez reçu il y a quelques mois en fait sur l'un de vos plateaux ici, qui me racontait que les fortunes accumulées par l'entourage d'Ali Khamenei et les principaux chefs du corps des gardiens de la Révolution se chiffraient à des milliers de milliards de dollars cumulés sur 47 ans, puisque le régime islamique est né en 1979. Alors, il y a une chose qui est aussi importante, c'est que là, on transmet son message, il n'est pas là. Chez les chiites iraniens, vous savez, les radicaux chiites iraniens, ça a quand même une signification. Il y a une espèce de forme, alors j'aime pas bien le mot, mais il y a une forme de messianisme. Tout ça dans un contexte, je le dis aussi pour vos auditeurs, où on apprend depuis plusieurs mois à l'école des cadets des gardiens de la Révolution que l'heure du grand affrontement contre le mal est arrivée, le mal étant incarné sur Terre par l'Amérique et Israël. Le grand Satan. Le grand Satan, et l'Amérique, bien sûr, et l'État ONI qui est Israël. Oui, Eugénie. Oui, j'avais envie de vous poser une question parce qu'en fait, on a l'impression qu'on analyse ce conflit avec notre esprit en fait d'occidentaux et nos lois de la guerre qui se veulent rationnelles, coût-bénéfice. Mais en fait, on s'attaque à un régime qui est théocratique et qui a une spécificité, c'est la martyrologie, puisqu'il crée des martyrs sans cesse. Il y a une espèce de culte du martyr en Iran. Et pendant la guerre, je crois, contre l'Irak en 88, il y a eu 500 000 morts. Des deux côtés, enfin en tout, 500 000 morts. Donc on est quand même très très loin du bilan actuel. 500 000 morts. Le régime n'a pas vacillé, il a écrasé l'opposition et il a fait de tous ces morts des martyrs et ça a au contraire galvanisé encore la révolution. Donc on se demande dans quelle mesure... Et la mort de Ali Khamenei a galvanisé dans le même esprit. Dans quelle mesure ces frappes qui décapitent effectivement le régime ne sont pas en même temps réutilisées dans une martyrologie qui en fait le renforce. Vous avez absolument raison. La République islamique, de toute façon, elle est née en fait sur le concept
du martyr, ce récit en fait du martyr, qui est très cher de toute façon à l'islam en général, mais particulièrement à l'islam chiite radical. Après, il y a une réalité qui est tout autre, c'est que j'ai interviewé pour le Figaro Magazine, un journal que vous connaissez bien, il y a quelques semaines, j'ai interviewé en fait le fondateur, le cofondateur en fait du corps des gardiens de la Révolution, voilà, Mohsen Sazegara, qui m'expliquait qu'au sein des gardiens de la Révolution, déjà la moitié, il y a des appelés, hein, il y a des gens qui font leur service militaire, ces gens-là, ils n'ont pas envie d'aller se battre contre les États-Unis et Israël. Il y a beaucoup de gens qui appartiennent en fait au service administratif, logistique. Grosso modo, il me disait que les combattants, il fallait compter, ils sont 180 000 environ, hein, les gardiens de la Révolution. Il fallait compter la moitié en fait de combattants, mais qu'il y avait en fait 10% de gens qui étaient véritablement idéologisés en fait au sein, de cette organisation paramilitaire en même temps que terroriste, et que c'était ceux-là en fait qui étaient les plus dangereux parce que ceux-là, ils règnent en même temps sur des avoirs. Vous avez rappelé tout à l'heure, voilà, les fortunes accumulées par le régime iranien et ses dignitaires. Notamment dans les pays du Golfe. Alors c'est une question un peu annexe. Là, je fais un pas de côté, mais quand on voit ces monarchies du Golfe qui sont acculées, qui sont attaquées par l'Iran, il y a un pouvoir de nuisance de ces monarchies envers le régime des mollahs qui est énorme, puisqu'il y a un maximum d'actifs et d'avoirs qui sont dans les pays du Golfe. Il y a l'Angleterre, mais là, l'action est peut-être différente. Mais là, ils sont attaqués directement. Pourquoi les pays du Golfe ne gèlent pas les actifs iraniens? Ils menacent de le faire aujourd'hui. Oui, mais ils ne le feront pas. Alors, peut-être qu'ils vont finir par le faire parce que Parce que là, les milliards de l'ayatollah, ils peuvent être réduits à portion congrue. Alors, il y en a un peu partout dans le monde, hein. Il y en a aussi en Chine. Les coffres forts importants en fait des mollahs, c'est évidemment les Émirats arabes unis, mais vous aviez le Venezuela, vous avez la Chine, vous avez la Russie aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. Ils ont beaucoup d'argent placé là-bas, mais ils ont même investi dans des casinos à Macao, je ne sais pas si vous imaginez, notamment en fait pour blanchir l'argent issu du trafic de drogue, du trafic d'armes. Le régime des mollahs, c'est un État qui est à la fois mafieux, c'est une mafia d'État, tout simplement, qui se comporte comme tel. Avec un discours, c'est intéressant ce que vous avez dit tous les deux. Eugénie rappelle le récit de la martyrologie en fait, du régime, c'est-à-dire qu'ils se portent, ils se montrent toujours comme des gens exemplaires, prêts à mourir pour Allah, et vous avez rappelé effectivement l'argent à l'extérieur. Alors que c'est une mafia. Et c'est très intéressant, le discours du régime depuis 1979 est totalement contraire à tout le cynisme de ce régime. Mais bien sûr, c'est tout le cynisme de la République islamique. On poursuit cette conversation évidemment passionnante et instructive. Place au terrain. D'abord, partons pour Israël dans un premier temps avec Valentin Rouillon et Fabrice Elsner dans le centre du pays, qui n'a pas été épargné d'ailleurs par des frappes ces dernières heures. On en dira un mot. Mais d'abord, Valentin, le guide suprême s'est exprimé pour la première fois via ce message qu'on a entendu en tout cas par extrait. Est-ce que la société israélienne réagit à ce message ces dernières minutes ? Oui, il y a une réaction, Julien, une réaction, on est quand même encore dans la lassitude, mais aussi une forme d'inquiétude. C'est vrai qu'il y a eu ces menaces iraniennes, vous l'avez entendu. Donc ce message qui a été diffusé à la télévision d'État, où le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, qui veut donc venger son père, Ali Khamenei, qui est décédé donc au début de cette guerre par les frappes israélo-américaines. Régime iranien qui appelle aussi à poursuivre la résistance, qui prévient que les bases américaines dans la région pourraient devenir des cibles. Donc face à cette menace, on a le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, qui assure que l'armée est prête à répondre à toute attaque, et puis aussi qu'il n'exclut pas non plus une opération terrestre contre le Hezbollah au Liban. Donc c'est vrai que la population, elle a tendance à un peu plus s'inquiéter, parce qu'il y a toujours des alertes en pleine nuit. On avait vécu les nuits passées des nuits plutôt calmes. Là, c'est vrai que ça revient. Il y a eu 3 alertes cette nuit, et puis dans le même temps, là, on apprend, selon les forces de défense israéliennes, qu'elles ont lancé une vague d'attaques à grande échelle qui ont visé des infrastructures du Hezbollah au sud du Liban. Valentin, encore un mot justement sur les bombardements récents. Je crois que vous êtes justement sur place, aux côtés d'une maison qui a été rasée, en tout cas quasiment. État des lieux des récents dégâts et des pertes éventuelles en Israël ?
Oui, donc je vous le disais, plusieurs alertes dans la nuit, dont cette alerte à minuit 30, en fait, une alerte principalement dans le centre du pays. Et là, c'est vrai qu'avec Fabrice Elsner, on se trouve devant un cratère que je vais vous décrire pour les auditeurs. Notamment, vous avez un cratère de 5 mètres de diamètre, 2 mètres de profondeur. Et puis cette maison, en fait, ici, c'est un missile, selon le porte-parole de Tsahal, qui est tombé, qui n'a malheureusement pas été intercepté. Et puis il y a cette maison qui a été soufflée, c'est assez impressionnant, avec une chambre, et c'est la chambre de la propriétaire qui est complètement soufflée, avec des débris partout, notamment sur le lit, parce qu'ici il y a le lit de la propriétaire, et l'histoire elle est assez extraordinaire, parce qu'en fait la propriétaire est très âgée, elle avait beaucoup de mal à descendre dans les abris, parce que nous sommes dans une région ici avec Fabrice Elsner où nous avons seulement 90 secondes au déclenchement d'une alarme sur le téléphone pour se protéger. Donc cette femme, elle avait du mal à descendre, très âgée, et c'est son aide à domicile qui, il y a 24 heures, lui a dit eh bien, nous allons installer votre chambre dans l'abri pour être sûr qu'on ait le temps de descendre. Et évidemment, eh bien, c'est une très bonne chose, parce que la propriétaire était dans son abri, et elle n'est pas, évidemment, enfin, bien heureusement, elle n'est pas décédée. Donc les autorités le rappellent, c'est vraiment très important de se protéger et de se diriger dans les abris dès que l'alarme se déclenche. Valentin Rouillon, merci beaucoup, avec Fabrice Elsner sur place dans le centre d'Israël ces dernières heures en tout cas. On retient de la part de ce message du guide suprême donc la volonté de verser le sang, de venger ce régime qui se victimise, qui se martyrise, comme l'a parfaitement analysé Eugénie. La deuxième partie du message, c'est un peu cette main tendue aussi aux pays du Golfe, à condition bien sûr de fermer les bases américaines. On va aller dans le Golfe rejoindre nos envoyés spéciaux dans un instant, nos deux envoyés spéciales, oui, je le dis comme ça parce que ce sont deux demoiselles. D'abord, cet extrait du nouvel ayatollah sur cette question. Lors des récentes attaques, certaines bases militaires ont été utilisées. Et naturellement, comme nous l'avions prédit et sans commettre d'agression contre ces pays, nous n'avons ciblé que ces bases. À partir de maintenant, nous serons malheureusement contraints de poursuivre dans cette voie. Ces pays doivent prendre position à l'égard de ceux qui ont violé notre chère patrie et de ceux qui ont tué notre peuple. Je leur conseille de fermer ces bases au plus vite, car ils doivent désormais avoir compris que les affirmations américaines concernant l'instauration de la sécurité et de la paix n'étaient qu'un mensonge. Direction les Émirats et plus particulièrement Dubaï. Bonsoir Pauline Trefzer avec Stéphanie Rouquier pour CNews. Même question que celle posée à nos journalistes en Israël. Y a-t-il un début de réaction de la part des autorités émiraties ou de la société dubaïote après ce premier message du nouvel ayatollah ? Eh bien écoutez Julien, non, les pays du Golfe n'ont pas encore réagi. Et ici aux Émirats, eh bien, nous voyons que la communication est minime. Le gouvernement a toujours le même mot d'ordre, rassurer les habitants, le tourisme et préserver leur business. Donc il n'y a pas de réponse officielle pour le moment du gouvernement, mais cela semble peu probable qu'il réponde favorablement à la demande du nouveau guide suprême de fermer toutes les bases américaines de la région, puisque ces pays s'appuient sur la défense américaine. On sait qu'ils utilisent les systèmes de défense américains, notamment les systèmes Patriot ou THAAD. La menace de l'Iran continue donc, continue donc d'attaquer ces pays du Golfe encore ce soir, Julien. Un point également avec vous, Pauline, sur Dubaï et ses pays alentours, ces Émirats, de nouveau bombardés ces dernières heures. Oui, tout à fait. Il y aurait encore des alertes qui retentiraient ici à Dubaï dans certains quartiers. Aujourd'hui, des débris sont tombés près du quartier financier suite à l'interception d'un drone, alors que le régime islamique iranien a affirmé hier vouloir viser des cibles économiques au Moyen-Orient, des banques américaines et israéliennes. Vous avez également vu ces images cette nuit d'un immeuble en feu dans le quartier de Harbour. Aucun blessé n'est à déplorer.
l'Iran affirme que l'attaque aurait visé un bâtiment, un immeuble utilisé par des soldats américains. Et d'ailleurs, d'autres pays du Golfe sont toujours en alerte, comme le Koweït. Un drone a frappé ce matin un immeuble résidentiel de Mangaf. 2 blessés sont à déplorer. Au 13e jour de cette guerre, le conflit est toujours défensif dans la région. Merci beaucoup Pauline Trefzer pour CNews avec Stéphanie Rouquier à Dubaï en direct. Vincent Arbaretier, lieutenant-colonel Arbaretier, les pays du Golfe aux premières loges de ces tensions avec les USA. Stratégie du chaos pour mettre la pression maximum sur ces monarchies. Oui, mais pas uniquement stratégie du chaos, certes, mais le but de l'Iran, c'est de remettre en cause un traité qui date de 1945 entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, qui est le traité de Quincy. Pourquoi Quincy? C'est un bateau où le président Roosevelt, au retour de Yalta avec Staline et Churchill, va signer avec l'ancêtre du roi actuel d'Arabie Saoudite, Ibn Saoud, un traité où les États-Unis garantissent de manière sécuritaire la stabilité du Proche-Orient. Et bien sûr, alors à l'époque, l'Iran était à la limite pro-occidental, même si c'était avant l'affaire Mossadegh, mais si vous voulez, chaque fois qu'un acteur régional comme l'Irak en 1990-91 ou d'autres acteurs terroristes ont essayé de remettre en cause ce pacte de stabilité, c'est-à-dire ce lien indéfectible entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, mais aussi tous les autres Émirats qui ensuite ont acquis leur indépendance, eh bien les États-Unis sont intervenus militairement. Et qu'est-ce que reproche le gouvernement iranien des mollahs actuellement? C'est cette présence militaire américaine qui est une présence, et là je reviens à l'aspect qui a été évoqué, une présence impure, une présence de croisée sur des terres de l'islam. Sauf que vous venez de le rappeler, elle est actée depuis 80 ans. Depuis 1945. Oui, mais les mollahs, quand ils sont arrivés au pouvoir, l'ayatollah Khomeini a remis tout en cause. Il s'est réapproprié la lutte des Palestiniens contre Israël, autre petit Satan, parce qu'en 1945, il n'y avait pas l'État d'Israël, il y avait une Palestine sous mandat, où il y avait, sous la férule du chef palestinien Ahmed al-Husseini, une révolte palestinienne qui visait à tuer tous les juifs en Palestine. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose de millénaire. Et c'est quelque chose où les Iraniens vont essayer de reprendre auprès des populations du Golfe l'étendard de l'islam chiite pour définitivement vaincre, pas simplement les Américains, mais surtout les Saoudiens, les émirs du Golfe, qui pour eux sont impurs parce qu'ils ont admis une présence occidentale de croisés sur des terres d'islam. Emmanuel Razavi, quel sentiment vous donnent ces 13 premiers jours de Golfe? Je demande ça parce qu'on a un régime iranien qui résiste aux frappes, qui fait même plus que résister, qui riposte, qui fait énormément de dégâts, que ce soit dans le Golfe et en Israël, bien sûr. Il continue de surveiller, de maintenir la pression sur la population également, qui a peur, et c'est éminemment légitime de descendre dans la rue et de tenter de renverser ce gouvernement, ce régime, parce que ce n'est pas encore le bon moment. Et puis il mène cette guerre d'usure donc contre les États-Unis via principalement les pays du Golfe. À quel point l'Iran a-t-il été déstabilisé depuis 13 jours ? C'est la bonne question. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, la République islamique d'Iran, effectivement, fait des dégâts dans les pays du Golfe, mais y compris en fait en Israël. Mais les dégâts que produisent les attaques iraniennes, elles ne sont pas au centième de la mesure des dégâts qui sont produits par les Israéliens et par les Américains. Donc il y a une guerre des récits, en fait, que savent très très bien instrumentaliser quand même les mollahs. Ils sont très forts en communication, il ne faut pas l'oublier. Et ils communiquent... Chaque jour, ils nous promettent pire que la veille, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Ils ont pas mal de relais de toute façon dans les médias à travers le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent, on l'explique avec Jean-Marie Montali, mon co-auteur, là, dans Paris-Téhéran, le grand dévoilement, mais c'est qu'ils utilisent les relais en fait, des ambassades, de leurs représentations consulaires, pour distribuer aussi ce récit, si vous voulez, aux médias en Occident. Donc, il faut quand même être très mesuré sur la capacité quand même du régime iranien, si vous voulez, à résister dans la durée. Aujourd'hui, militairement, ils sont extrêmement affaiblis. C'est quoi la durée, pardon, mais parce que aujourd'hui, on se pose, qu'est-ce que c'est la durée? C'est 3 semaines, c'est 3 mois, c'est 3 ans? Je ne suis pas devin, je ne saurais pas vous répondre. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que... Mais c'est fou que les... Mais pardon, mais excusez-moi d'insister, mais c'est quand même dingue, Emmanuel Razavi, que des services aussi performants que le Mossad, la CIA, on ait réussi à géolocaliser dans les premières minutes de cette guerre le guide suprême, qui était un petit peu le but de guerre,
le plus ultime, encore une fois. Et aujourd'hui, il y a des questions fondamentales, basiques, auxquelles personne n'est capable de répondre. Quid de l'arsenal, quid du temps que peut tenir ce régime, quid de l'uranium enrichi. Alors ça, on en parlera tout à l'heure avec les attaques sur les installations nucléaires, mais il y a tellement de questions fondamentales auxquelles on n'a pas de réponse. L'arsenal, on est dubitatif. Il est considérablement endommagé. Dites-vous une chose, c'est que si la République islamique d'Iran était en état de livrer une guerre conventionnelle, elle n'aurait pas recours au terrorisme tel qu'elle le fait, à la guerre asymétrique telle qu'elle l'a fait. Ensuite, elle n'aurait pas recours non plus aux menaces et aux attaques sur ses voisins, parce qu'elle se met en danger. Elle a toujours entretenu, la République islamique d'Iran, depuis son avènement en 1979, des rapports extrêmement compliqués avec ses voisins arabes du Golfe. Pour des raisons religieuses, déjà, parce que les pétromonarchies en fait, arabes, elles sont sunnites, que l'Iran est chiite. La deuxième chose, pour des raisons, je dirais tout simplement d'influence, et aussi des raisons en fait, géographiques. L'Iran considère qu'un certain nombre d'îles en fait, du Golfe lui appartiennent, quand les Arabes, notamment les Émirats arabes unis, considèrent qu'elles leur appartiennent. Donc, si vous voulez aujourd'hui passer un cran en faisant ça, je ne suis pas sûr que la stratégie iranienne sur le plan militaire soit la meilleure. Ils sont en train de tester en fait la résilience. Pourquoi ils font ça les Iraniens aujourd'hui? Pourquoi les mollahs utilisent ça? En attaquant, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, mon colonel, si je puis me permettre, les États-Unis l'Occident est très présent dans les pétromonarchies du Golfe. En s'en prenant aux pétromonarchies, que fait l'Iran? Elle met la pression pour que ces pétromonarchies, à leur tour, fassent pression sur l'Occident pour qu'ils s'en aillent, à tout le moins en tout cas, qu'ils arrêtent en fait les bombardements. On a quand même du mal Eugénie Bastier. Sur quoi ça peut déboucher, parce qu'on imagine mal les mollahs rendre les armes et dire c'est bon, on abandonne. Parce que quand on voit ce qui s'est passé dans la bande de Gaza, où l'armée israélienne a pilonné la bande de Gaza pendant 2 ans et le Hamas est toujours présent, il n'a pas rendu les armes, malgré la pression, c'est un territoire beaucoup plus petit. Et on voit, quand on compare avec ça, avec la bande de Gaza, on se dit quand même, on ne voit pas quelle est l'issue, comment un combat aérien pourrait aboutir à une chute de régime. On ne voit absolument pas. Oui, vous avez raison. Vous voyez que quel pourrait être le scénario crédible? En fait, vous avez parfaitement raison dans ce que vous dites, Eugénie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bombarder, c'est une chose. Globalement, on voit que les objectifs militaires des Israéliens, des Américains sont atteints. Mais pour quel futur pour l'Iran derrière? C'est une vraie question que se posent les oppositions iraniennes. Je parle des oppositions démocratiques. Et aujourd'hui, les Iraniens veulent savoir précisément si Israël, comme les États-Unis, comme les démocraties occidentales en général, vont soutenir ces oppositions iraniennes pour avoir en fait un scénario, si vous voulez, de reconstruction de l'Iran qui soit valable. Or, aujourd'hui, on n'entend pas parler de ça. D'ailleurs, je rappelle que la semaine dernière, Donald Trump, le président américain, a dit au départ que on pourrait remplacer les mollahs par Larijani. Larijani, c'est un des C'est pire qu'un mollah. Enfin, c'est pas pire qu'un mollah, mais en tout cas, c'est un assassin, tout simplement. C'est un assassin, et c'est un bourreau sanguinaire. Ensuite, il a été question d'une autre personne qui était une islamiste. Il a été question même de remettre un mollah. C'est Trump qui l'a dit le week-end dernier. Vous comprenez bien que les Iraniens aujourd'hui ne comprennent pas. C'est pour ça. Il y a aussi quand même, d'un point de vue stratégique et tactique, ce qu'on comprend aussi, c'est que si les États-Unis et Israël s'arrêtent là, c'est absolument catastrophique. C'est-à-dire que la répression sera 2 fois plus forte en Iran. Il y aura une déstabilisation de la région. Toutes les pétromonarchies. Donc, moi, l'impression que j'ai, c'est quand même, et je pense que c'est plus clair du côté des Israéliens que des Américains, c'est que compte tenu de l'état de la situation actuelle, aujourd'hui, les Américains n'ont pas d'autre choix que de continuer de frapper l'Iran, de continuer d'essayer de déstabiliser le régime, parce qu'il n'y a pas d'autre issue possible en réalité. Mais je vais même me permettre d'aller encore plus loin pour aller dans le sens de ce que dit Louis, et vous allez répondre, Emmanuel Razavi. Peut-on imaginer un instant que tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer à l'arrivée ne change rien? Peut-on décemment l'imaginer que le régime des mollahs reste en place? Ça fait depuis sa naissance qu'il espère ce moment-là. Je ne dis pas le contraire, et toutes les personnes à peu près saines d'esprit espèrent le contraire. Mais peut-on l'imaginer? Vous avez raison, le pire est toujours possible. Et je rejoins ce que vient de dire en fait Louis à l'instant, c'est-à-dire que si jamais, comme pendant la guerre des 12 jours, on imagine que Donald Trump décide d'arrêter de bombarder l'Iran du jour au lendemain. Ce serait terrible parce que le régime se régénérerait probablement en fait à nouveau. Il mettrait du temps à le faire, mais il le ferait. Et ce serait terrible en termes de représailles contre la population iranienne. Je vous rappelle que alors que l'Iran, la République islamique d'Iran est en guerre quand même contre l'Israël, les États-Unis, ils font la guerre aussi. Enfin, elle fait la guerre aussi à son propre peuple. Vous avez vu ces images ces derniers jours, encore de gens, des Basidj, les miliciens civils du corps des gardiens de la Révolution, qui tirent à vue sur des Iraniens dans la rue. C'est pour ça d'ailleurs. Malheureusement, c'est pas nouveau.
Alors, c'est pas nouveau parce que on l'a vécu effectivement au mois de janvier, mais à ce point-là, on l'avait pas vécu comme ça avant le mois de janvier. Il y a toujours une répression qui était extrêmement féroce. Au mois de janvier, on sait qu'il y a eu à minima 40 000 morts. Exactement. Ouais. Vous voyez, on parle de dizaines de milliers de morts à minima. Je leur dis pour vos spectateurs et vos auditeurs, c'est sourcé par les personnels médicaux des hôpitaux à travers les provinces en fait iraniennes, les 31 provinces, et les personnels en fait des morgues. C'est comme ça qu'on a réussi à avoir des estimations. Et ce sont des estimations à minima parce qu'il y a plein de gens qui ont été blessés, qui sont morts chez eux, dont les familles n'ont même pas osé aller à l'hôpital ou à la morgue pour apporter en fait le corps de peur d'être arrêtés à leur tour. Donc c'est une tragédie que vit l'Iran. Aujourd'hui, il faut vraiment que les Occidentaux se rendent compte d'une chose, c'est qu'il y a des oppositions démocratiques iraniennes. Vous avez reçu Reza Pahlavi il n'y a pas longtemps sur CNews. Ouais. Il incarne aujourd'hui, évidemment, l'opposition libérale, les monarchistes constitutionnalistes aussi, mais autour de lui, il y a des oppositions qui sont des oppositions libérales de gauche, de centre, etc. Ces oppositions aujourd'hui, il faut absolument que les États-Unis et Israël les soutiennent, les aident à créer une plateforme en misant, si vous voulez, sur elle pour l'avenir, pour l'alternative. Si on ne le fait pas, franchement, il y a un risque réel de chaos en Iran. Et déjà du jour d'après, parce qu'en fait la question c'est que moi je vois pas comment on passe de l'un à l'autre du moment où en fait sauf s'il y a effectivement je pense mais c'est trop au sol, Eugénie. Je vois où vous voulez en venir. Mais il y a pas encore une fois, et je vais me tourner vers le lieutenant-colonel Abaretier. Mais il y a pas, pardonnez-moi les amis, en même temps. S'imaginer dès le début. Jamais un régime n'a chuté par des lancements de bombes aériennes. Jamais. Si, il y a un contre-exemple. Lieutenant Abaretier, lieutenant-colonel. Japon. Mais vous voulez me sortir le... Quand les Américains ont vu que la conquête du Japon leur coûtait trop cher en termes d'hommes, il y avait 5 fois plus de Marines de tués que de Japonais tués, parce que les Américains font ce genre de comptabilité, d'attrition. Eh bien, ils ont bombardé le Japon. L'histoire de l'arme nucléaire... Donc ça veut dire, oui. Il y a des historiens qui disent aujourd'hui que l'arme nucléaire, l'emploi... Ils n'étaient pas obligés d'utiliser l'arme nucléaire pour mettre à genoux le Japon, parce que le bombardement de Tokyo, quelques mois avant, était bien pire en termes de pertes que les bombes nucléaires. C'était pour impressionner Staline qui ne l'avait pas encore. On ne peut pas donner cet exemple. Oui, mais voilà. Là, il n'y en a pas eu. C'est le contre-exemple qui confirme la règle et en même temps, c'est ce qu'on peut imaginer de pire. Présence au sol. Là, je répète ce que je disais dans le plateau précédent. Quand vous avez des soldats, et on l'a vu en Irak, 3e armée du monde, que tout le monde connaît, qui sont matraqués pendant 3 semaines. On n'a même pas à 3 semaines de bombardement. Ouais. Et qui ensuite se rendent aux Occidentaux, une fois les lignes de franchissement dépassées. Moi, tous mes camarades qui ont fait la guerre d'Irak là, en 1991 m'ont dit, mais ils étaient surpris, il n'y a même pas eu un combat de chars. Hein. Tous les Irakiens se rendraient, parce que les soldats irakiens qui avaient quand même combattu 10 ans l'armée iranienne, quand vous êtes matraqué, et ça les Américains le savent, le Mossad le sait, ça, seulement ils attendent le moment où ils pourront envoyer des troupes au sol qui ne seront pas des grandes infanteries mécanisées ou des grands blindés, ce seront simplement... En tout cas, on était sur la chute du régime et accessoirement, je me permets de rappeler que si le régime ne chute pas, de facto, ça veut dire qu'Israël a perdu la guerre. Également. Non. De facto, ça voudrait dire que l'Occident, que les démocraties ont perdu la guerre parce qu'on est y compris l'Europe pour de nombreux, y compris l'Europe, mon colonel. Vous avez donc il y a un enjeu, je suis absolument d'accord, absolument majeur sur la chute du régime voulu par Benyamin Netanyahou. À subir l'islamisme qui est financé, vous parliez du Hamas tout à l'heure, c'est l'Iran qui est derrière, la République islamique d'Iran et le terrorisme islamiste. Bon, et on va parler justement des frappes israéliennes dans un instant, qui pour la première fois depuis le début de ce conflit ont touché un site nucléaire. On en verra les conséquences et on va analyser ça ensemble. 18h30 maintenant sur Europe 1 et sur CNews. Valérie Aknin pour l'essentiel de l'actu. Rebonsoir Julien et bonsoir à tous. Le géant français Total Energy annonce être sur le point de suspendre l'équivalent de 15% de sa production mondiale de pétrole et de gaz dans plusieurs États du Golfe. Dans un communiqué, le groupe indique que sa production est en cours d'arrêt au Qatar, en Irak et en offshore aux Émirats Arabes Unis. L'entreprise a fait savoir qu'un prix du pétrole plus élevé permettra de compenser la perte de production au Moyen-Orient. L'armée israélienne annonce avoir frappé un site nucléaire iranien. Selon un communiqué de Tsahal, le complexe était utilisé par le régime pour développer des capacités essentielles à la fabrication d'armes nucléaires. Il s'agirait potentiellement d'une installation située à Parchin, au sud-est de Téhéran, où l'Iran mènerait des activités militaires secrètes.
Enfin, la France s'apprête à tripler son soutien humanitaire au Liban. 60 tonnes d'aide seront disponibles pour les réfugiés quittant le sud du pays. Des kits sanitaires, des matelas ou encore des lampes seront fournis, selon le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Beaucoup Valérie Aknin, 18h31 donc sur CNews et Europe 1. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. L'armée israélienne qui indique pour la première fois depuis le début du conflit donc avoir frappé un site nucléaire en Iran. Tsahal annonce avoir ciblé le complexe de Talégan, je ne sais pas si je le prononce bien. En tout cas, les explications, c'est avec Sarah Varni. C'était une cible attendue. L'armée israélienne a annoncé dans un communiqué avoir frappé un site utilisé selon elle pour produire des armes nucléaires, une première depuis le début de cette guerre. Le complexe Talleyrand, un site utilisé par le régime iranien pour faire avancer ses capacités en matière d'armes nucléaires. Le complexe était utilisé pour développer des explosifs avancés et mener des expériences sensibles dans le cadre du projet clandestin Ahmad dans les années 2000. Il s'agirait de cette installation située à Parchin, au sud-est de Téhéran, où l'Iran mènerait des activités militaires secrètes. Depuis le début de l'offensive, les sites sensibles iraniens sont visés. Les Américains et Israéliens suspectent la poursuite des activités autour de l'arme atomique, ce que dément la République islamique tout en défendant son droit à développer un programme nucléaire civil. Durant la guerre de 12 jours, en juin 2025, les États-Unis avaient bombardé 3 installations nucléaires, dont une usine d'enrichissement. Et on rappelle bien sûr, lieutenant-colonel, que parmi les objectifs israéliens figure évidemment le fait d'empêcher le régime de se doter de l'arme atomique. Oui, absolument. C'est non seulement l'objectif des Israéliens, c'est aussi l'objectif des Américains. C'est fait en concertation avec les Américains d'ailleurs, ça ? Probablement, évidemment. Parce que, en fait, si vous voulez, les opérations aériennes, il n'y a qu'un seul chef. Donc on peut penser que contrairement à la guerre des 12 jours, ceux qui coordonnent toutes les opérations américaines, américano-israéliennes, ce sont les Américains. Ce qui n'était pas forcément le cas pendant la guerre des 12 jours, où pendant un temps très court, les Américains ont été intégrés dans le dispositif israélien. Maintenant, les objectifs ils sont connus, ils ont été répétés, et pendant 2 rounds de négociations, le gouvernement iranien n'a pas voulu respecter ce que les Américains leur avaient demandé, c'est-à-dire renoncer à leur programme nucléaire, renoncer à leur programme balistique et arrêter le soutien à tous les mouvements terroristes qui étaient dans le Moyen-Orient et voire même ailleurs. Oui. Pardon, donc ça a été, c'est ça le casus belli, c'est le refus du gouvernement iranien de remettre en cause ce genre de conditions. Bruno Cambi, je rappelle que vous êtes ingénieur en génie nucléaire. On nous avait expliqué, justement, le lieutenant-colonel Arbaratier évoque cette guerre des 12 jours. On nous avait expliqué, après la guerre des 12 jours, à moins que je n'ai pas tout suivi, et vous êtes là pour me faire un petit rappel de barème, comme on dit, que la capacité nucléaire iranienne avait été anéantie. Oui, c'est Donald Trump qui nous avait dit que c'était oblitéré, pour prendre le terme américain. Oblitéré, oui. Qui peut se traduire en français par anéanti. Évidemment que ça n'était pas totalement le cas, puisqu'on voit aujourd'hui qu'ils reviennent sur un certain nombre d'attaques. C'est bien donc que ces sites n'avaient pas été traités sur le plan militaire. Pourquoi le sujet a été laissé de côté comme ça les premiers jours de guerre ? Pourquoi c'est après 13 jours qu'on commence à s'intéresser aux sites nucléaires ? Alors, parce que je pense que les militaires traitent les sujets dans l'ordre d'urgence. En fait, pendant la guerre des 12 jours, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tapé les sites d'enrichissement. Parce que c'est le gros du programme nucléaire militaire. Et donc, c'est ces grosses usines qui enrichissent l'uranium en uranium 235 pour pouvoir fabriquer l'arme. Mais en fait, vous avez... Alors, l'uranium 235, rappelez-nous très rapidement ce que c'est. Dans la nature, vous avez de l'uranium 238 qui représente 99,3% de l'uranium naturel. Et vous avez un tout petit peu d'uranium 235, 0,7% seulement. C'est très peu. C'est avec ça qu'on fait une bombe atomique. Oui, mais pour faire la bombe atomique et qu'elle soit vraiment explosive et efficace comme une bombe atomique, il faut l'enrichir parce que le 238, il n'est pas très explosif. Et donc, il faut qu'il y ait beaucoup de 235 et très peu de 238, c'est-à-dire le contraire de ce qu'il y a dans la nature. Donc, il faut l'enrichir. Et enrichir l'uranium, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut de grandes installations qu'on exploite pendant des années en consommant beaucoup d'énergie et de matières grises, des ingénieurs. Le projet Manhattan, c'était un projet géant qui a mobilisé
toute l'énergie des barrages, des montagnes rocheuses pour les États-Unis pendant plusieurs années. En France, on a utilisé toute l'énergie du Rhône, hydraulique, de la vallée du Rhône, pour fabriquer avec Eurodif, par la centrifugation gazeuse, qui est une technologie qui est moins utilisée aujourd'hui, pour enrichir l'uranium pour le programme atomique français. Ça demande des moyens considérables. Ça demande des moyens considérables, coûteux, qui consomment beaucoup d'énergie pendant un temps très long. Et donc les Américains ont d'abord tapé cette grosse infrastructure nucléaire qui permet de déboucher à la fin sur la bombe. Mais autour de ces très grandes usines qui consomment beaucoup d'énergie, il y a toutes sortes de petits ateliers, d'usines plus petites, de bâtiments qui font d'autres choses, qui sont nécessaires aussi pour le programme atomique, mais qui sont moins au cœur du programme. Et donc ils ont traité le cœur du programme au mois de juin, il y a 1 an et demi, et maintenant... C'était Natanz qui avait été beaucoup touché, ce site de Natanz. Natanz et Fordo, principalement. Oui, c'est ça. Où il y a eu les 14 fameuses bombes GBU, Guided Bomb Unit 57, donc qui sont des bombes à explosion très puissantes, qui arrivent extrêmement qui avaient perforé, je me souviens des infographies à l'époque. Par inertie, donc ils sont largués en très haute altitude par les bombardiers B2, pour qu'ils accélèrent, qu'ils arrivent extrêmement vite, donc ils percent par la force d'inertie du missile, par son poids. Le missile fait 14 tonnes, et il y a 2 tonnes d'explosifs, mais qui explosent de manière retardée après que la bombe est pénétrée dedans. Et sur ces sites-là, on n'en a pas besoin. Et d'ailleurs, ça correspond un peu à ce qu'on voit précisément sur cette image. C'est peut-être ce missile-là qui a été utilisé parce que la plupart des missiles traditionnels, ils explosent au contact. Donc ça arrive, ça explose au contact, ça fait un cratère. Et là, vous voyez la même signature. Alors c'est vrai qu'on est en direct sur Europe 1. Pardonnez-moi, chers amis sur Europe 1, j'ai pas les réflexes de Laurence qui est avec vous chaque soir et que vous retrouverez très vite. Mais on voit à l'image donc un avant-après finalement de ce site bombardé aujourd'hui par Israël avec une infrastructure qui semble, sur la dernière image, donc la plus récente, complètement rasée par rapport à ce qu'elle était. On voit un petit trou en surface, la bombe est rentrée dedans, elle a juste fait un petit trou par sa force d'inertie, et ensuite elle explose, mais à l'intérieur. Et ce site est probablement blindé, puisque la toiture n'a pas explosé. D'ailleurs, vous remarquerez que ça avait été renforcé, rembrayé avec de la terre sur l'image d'avant. Et donc c'est un site qui est protégé contre les bombardements, ça. Et la bombe a explosé dedans pour détruire ce qu'il y avait à l'intérieur. Avant de faire un point sur justement cet uranium et ces problématiques dans la quête iranienne vers cette bombe atomique qui est existentielle également pour Israël, le fait de ne pas lui permettre d'avoir cette bombe atomique, chacun l'aura compris. Emmanuel Razavi, un mot sur ces 450 kilos d'uranium enrichi. La question, la problématique autour de ça est centrale et évidemment extrêmement importante. Alors il reste introuvable d'un côté, puis de l'autre on nous dit que certains experts savent que les Israéliens et les Américains savent où il se trouve. Est-ce qu'il y a une vérité sur ces 450 kilos d'uranium enrichi? En tout cas, moi je ne la connais pas, mais on peut imaginer effectivement que les Israéliens, c'est ce qu'ils disent comme les services américains, savent à peu près où ça se trouve. Maintenant, il y a une question qui est fondamentale. Parce qu'évidemment, on parle du nucléaire iranien comme étant en fait une menace, mais c'est pourquoi aujourd'hui Israël, comme les États-Unis, veulent empêcher l'Iran, la République islamique d'Iran, de se doter du nucléaire. Lorsque nous avons écrit notre livre enquête, Paris-Téhéran, le grand dévoilement avec Jean-Marie Montali, on s'est replongé dans les textes de l'ayatollah Khomeini. Khomeini, c'est le fondateur, c'est lui qui a proclamé la République islamique d'Iran en 1979. L'un des objectifs, l'un des piliers, je dirais, de la République islamique d'Iran, c'est la destruction d'Israël. Dans la constitution de 1979 de la République islamique d'Iran, Khomeini explique que les gardiens de la révolution ont le devoir de porter le djihad à travers le monde. Or, le programme nucléaire aujourd'hui, il est aux mains de qui en Iran? Des gardiens de la révolution. Donc vous comprenez bien que si demain l'Iran se dotait en fait de l'arme nucléaire, assurément elle serait utilisée contre Israël. Ensuite, dans les textes de Khomeini, ce que l'on voit, c'est qu'après Israël, il y a un autre objectif, ce sont les démocraties au sens large. Donc les démocraties occidentales, puisqu'elles sont majoritairement en Occident. Et on rappelle que cette guerre nous concerne directement. Voilà. Et je dis cela de façon précise, parce que ça, c'est vraiment les textes fondamentaux auxquels se reportent aujourd'hui les dignitaires conservateurs du régime qui sont aux manettes. On reste un instant sur cette capacité nucléaire ou non d'ailleurs de l'Iran. Mathieu Deves de la rédaction de CNews qui nous a rejoint. Ce sont des questions centrales donc. Où se trouve cet uranium enrichi en Iran? Et surtout, le pays est-il en capacité de fabriquer cette fameuse arme nucléaire, Mathieu? Très bonne question, Julien. Je vais essayer de résumer ce qui a été dit un peu en plateau et puis apporter quelques précisions. Effectivement, vous l'avez dit, question centrale dans cette guerre au Moyen-Orient, c'est-à-dire l'Iran
Où sont donc ces réserves d'uranium enrichi? Et puis surtout, le pays peut-il fabriquer une arme nucléaire? On va voir ça en chiffres. Selon, effectivement, les dernières évaluations, l'Iran dispose aujourd'hui de 450 kilos d'uranium enrichi à 60%. Pourquoi c'est important de donner ce chiffre? Car il suffirait d'un dernier effort pour atteindre les 90% nécessaires pour produire donc cette bombe nucléaire. Alors l'uranium, c'est bien plus qu'une matière première, c'est le cœur du pouvoir iranien, son levier économique, politique et symbolique. Alors où se cachent les stocks d'uranium enrichi? 3 villes concentreraient cet uranium enrichi à 60%. On en a parlé, Ispahan, Fordo et Natanz. Des villes donc bombardées, pas les villes directement, mais les potentiels stocks d'uranium enrichi bombardés en juin dernier par les États-Unis. À Ispahan, ça c'est le centre du pays, d'anciens sites de traitement ont donc été bombardés et pourtant, selon les dernières évaluations, 200 kilos d'uranium y seraient encore enfouis, cachés sous les décombres. À Natanz, surnommé la montagne de la pioche, un labyrinthe souterrain fortifié défie toute frappe conventionnelle. Et Fordo pourrait également abriter une partie de cette précieuse cargaison avec une installation qui serait enterrée dans la montagne. Alors pour Donald Trump, ce dossier, on l'a dit, il est existentiel car depuis le début du conflit, malgré, il est vrai, un certain flou sur les objectifs de guerre, celui-ci est toujours resté clair, c'est neutraliser les stocks d'uranium pour empêcher l'Iran donc de se doter de l'arme nucléaire. Mais il y a une question aussi qui est centrale, c'est que cette option, elle a un coût politique. Vous allez peut-être en parler en plateau, c'est-à-dire que les Américains n'approuvent pas l'idée de déployer des troupes au sol pour l'instant. Et oui, c'est la problématique qui nous poursuit depuis le début de cette guerre, enfin qui poursuit surtout Donald Trump depuis le début de cette guerre et son administration. Eugénie Bastier. Et puis j'évoquerai également cette arme nucléaire. Qui est loin d'être acquise en fait, avec Bruno Combi dans un instant. Eugénie. La question des troupes au sol, elle est clé effectivement. Donald Trump n'a pas exclu cette possibilité et effectivement, ce serait contraire à ce pourquoi il a été élu, c'est-à-dire tourner le dos aux guerres américaines. J.D. Vance, son vice-président, a construit sa carrière politique sur cette idée, sur l'idée qu'il fallait pas. Il est allé lui-même, il a été en Irak, il a été soldat en Irak. Même s'il n'était pas vraiment pas soldat, mais il était plutôt un observateur, journaliste. Et il a vu ce que c'était que cette guerre qui a été absolument catastrophique pour l'Amérique et il a construit sa carrière politique là-dessus. D'ailleurs, il est assez silencieux. Mais la réalité nous rattrape parfois. On remarque qu'il est assez silencieux ces dernières semaines, depuis le début de la frappe, il est assez mal à l'aise. Donc voilà, ça va être très intéressant de suivre l'opinion américaine qui effectivement est loin du conflit, qui peut-être ne voit pas l'intérêt de ce conflit, en quoi il le touche directement. Les Européens ça lui coûte 1 milliard d'euros par jour accessoirement. 1 milliard de dollars par jour. Les Européens sont beaucoup plus concernés que ne sont en réalité les Américains, puisque effectivement ils sont beaucoup plus dépendants d'abord du pétrole, ils ont l'islamisme qui est très présent dans leur démocratie. Donc voilà, je pense que c'est très compliqué, pour une démocratie déjà de tenir dans la guerre et encore plus pour la démocratie américaine en ce moment. Louis Dragnel. Non, après, l'envoi de troupes au sol n'est pas la seule et unique condition pour amener une solution politique. Non, vraiment. Pour faire chuter le régime, alors je veux bien qu'on se tourne vers le lieutenant-colonel derrière, mais je vois. Non, mais il y a plusieurs conditions en réalité possibles qui peuvent se cumuler. Comment vous faites chuter un régime quand une population est muselée et que le régime tient tout sans intervenir au sol? Julien, ce qui était espéré au début de l'opération, c'était des défections au sein du régime. Ça, mais il y a beaucoup d'observateurs militaires. C'était peut-être méconnaître les mots-là. Des départs, souvenez-vous, le renseignement britannique notamment, qui faisait fuiter le fait que des dignitaires iraniens avaient des contacts à Moscou, qu'il y avait des allers-retours qui étaient effectués de manière très discrète en avion, qu'il y avait des échanges de passeports. Voilà, tout ça, c'était une opération aussi un peu d'influence pour essayer de déstabiliser psychologiquement le régime et de montrer qu'il y a des départs en réflexion. Résultat des courses, aujourd'hui, il n'y a eu quasiment aucune défection ou de manière assez marginale. Non, mais globalement, pas suffisamment pour faire tomber le régime. La deuxième possibilité, vous l'avez évoqué, évidemment, c'est l'envoi de troupes au sol. Mais voilà, c'est un vrai choix politique de la part des États-Unis, avec le risque qu'il y a derrière. Là, pour le coup, l'enlisement, les morts et le fait que l'opinion publique américaine puisse ne plus soutenir l'opération. Et la troisième possibilité, et ça a vu le jour, le problème c'est que ça s'est fait un peu dans le désordre, c'est le soulèvement populaire. Le soulèvement populaire, on l'a vu au moment de la guerre des 12 jours, la difficulté c'est qu'il y a eu une telle vengeance de la part du régime qu'aujourd'hui,
Je pense qu'il y a plein d'Iraniens qui sont prêts à aller dans la rue, qui ne peuvent sont pas. prêts, mais qui ne peuvent pas. Mais qui ont ils mettent un pied dehors, ils sont soit arrêtés, soit tués. Mais je pense qu'ils ont un tout petit peu peur par rapport au discours qu'ils entendent de la part des États-Unis. C'est-à-dire qu'un coup, vous entendez Donald Trump qui vous dit quoi qu'il en coûte, on sera là jusqu'à la fin, et un autre jour, on va peut-être que demain c'est terminé et mes objectifs sont atteints. Et donc face à un discours qui peut changer, ce qui est vrai, c'est que forcément ça crée de l'incertitude, j'imagine, au sein de la population iranienne. Donc voilà, il n'y a pas que l'envoi de troupes au sol qui peuvent permettre de faire tomber le régime. Rapidement, une réponse, Emmanuel Razavi, en l'occurrence, oui. C'est pas en décapitant le pouvoir qu'on prend le pouvoir. Et on l'a compris en 13 jours. Non, mais il faut avoir un projet, encore une fois, c'est-à-dire un projet politique. C'est-à-dire qu'on lance des campagnes en fait militaires, et c'est très bien, ça induit, je dirais, beaucoup d'espérance au sein de la population iranienne. Je ne dis pas que tous les Iraniens sont favorables au bombardement. En revanche, une majeure partie d'Iraniens sont favorables en fait au bombardement américain et israélien, avec l'espoir que ça permette de faire tomber le régime. Mais derrière, la vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il y aura après ? Et Louis l'a très bien rappelé, si vous voulez, quand il y a en fait tous les jours un discours qui est différent, les Iraniens de l'intérieur, évidemment, en fait, s'en inquiètent. Et quand ils savent que descendre dans la rue, ça veut dire prendre des balles dans le ventre, forcément, évidemment, ils y réfléchissent à deux fois. Maintenant, il y a une chose qui est à peu près claire, ce que j'entends, c'est qu'une importante partie de ces Iraniens seraient prêts à retourner dans la rue. À l'inverse, si évidemment il y a l'assurance que les frappes vont aller jusqu'au bout, qu'il y a un projet politique derrière, qu'il y a des oppositions en fait qui sont soutenues. Vous remarquerez que je parle toujours d'opposition au pluriel parce que ce sont des oppositions démocratiques, républicaines pour la plupart et laïques en Iran. Il y a bien sûr l'opposition monarchiste aussi, mais qui veut plus rétablir, qui ne parle pas de rétablir la monarchie absolue. Donc de façon claire aujourd'hui, il faut vraiment en fait que les dirigeants américains et israéliens prennent en compte cela. Bruno Combi, je voudrais juste qu'on termine ce sujet sur l'arme nucléaire iranienne. Pour le moment, que nous soyons tous, que nous comprenions tous, que ce soit clair pour tout le monde, à l'heure où l'on se parle, quand bien même l'Iran dissimule 450 kilos d'uranium enrichi, l'Iran est incapable techniquement aujourd'hui de transformer cet uranium en une véritable bombe atomique. Est-ce que nous sommes tous d'accord là-dessus ou pas ? Pour l'instant, ils n'y sont pas encore. La difficulté, c'est qu'une partie du projet est secret, de longue date, et donc on ne sait pas exactement à quel stade ils en sont. Et on va de surprise en surprise à chaque fois. Dans les cibles qui ont été bombardées récemment, nous avons Minzadeh, proche de Téhéran, qui est un site où se faisaient des questions d'assemblage de la bombe. Alors il faut la matière première, ils en ont à 60%, 441 kg d'uranium, on sait parfaitement la quantité, mais ils en ont aussi qui ont été détectés à plus de 80% dans des sites secrets où il n'était pas censé y en avoir. Et donc là, ils sont beaucoup plus proches du 90%, qui est facile à obtenir à la fin du programme. Donc il y a urgence. Il y a urgence à déstabiliser. Alors en 30 secondes, lieutenant-colonel, parce qu'il y a un terrain, un front sur lequel on n'est pas encore allé, c'est Beyrouth. Et je voudrais vraiment qu'on aille retrouver notre envoyé spécial là-bas dans quelques secondes. Rapidement. Le succès de l'opération américano-israélienne dépend du centre de gravité. C'est-à-dire que si le centre de gravité du pouvoir iranien actuel est Téhéran, les Américains ont le pouvoir, ont la capacité d'aérotransporter une division et d'occuper le centre du pouvoir. Si ils estiment que le centre de gravité, ce sont les installations nucléaires, pareil, ils ont les capacités de... Alors ensuite, l'ont-ils déterminé, ce centre de gravité? Ont-ils déterminé les moyens nécessaires? C'est encore autre chose. Mais il y a une solution à la Au Venezuela, il y avait des troupes au sol. Ils ont envoyé des gens qui sont... des commandos. Oui, des commandos. Des commandos, pas des boys, quoi. Des commandos ciblés. C'est pas juste des bombardements. Direction Beyrouth. Et je vous remercie d'ailleurs, Eugénie Bastier. Vous devez nous quitter pour des raisons de famille. Les enfants n'attendent pas. Merci beaucoup, cher Eugénie. Une attaque israélienne sur le front de mer de Beyrouth a donc fait aujourd'hui au moins 7 morts et 21 blessés, quelques heures après une autre attaque au cœur de la capitale libanaise visant des infrastructures du Hezbollah. Ce dernier qui a d'ailleurs indiqué avoir visé le nord d'Israël avec des dizaines de roquettes. L'autre phase de ce qui se passe sur ce front libanais, c'est cet avertissement aujourd'hui, ces dernières heures même, du porte-parole en langue armée
de l'armée israélienne. Avertissement urgent aux habitants du sud Liban. Les activités terroristes du Hezbollah, je cite, contraignent l'armée israélienne à agir fermement contre lui. Bonjour Baudouin Wisselman, vous êtes journaliste à Beyrouth, en direct pour nous, pour CNews. L'armée israélienne a étendu donc son appel à évacuer, je viens de le lire, pour le sud du Liban, en élargissant vers le nord la zone où elle dit se préparer à mener des opérations contre le Hezbollah. Le nombre de réfugiés au Liban flirte désormais avec le million. Hein. Oui, on atteint les 800 000 déplacés environ selon les estimations. J'étais encore tout à l'heure avec des familles du village de Debel dans le sud du Liban. Depuis le 7 octobre, c'est la deuxième fois que ces familles ont été déplacées. Et pour certains d'entre eux, leur maison avait été détruite. Et ils n'ont pas pu forcément les reconstruire puisqu'ils n'ont pas reçu d'aide et d'indemnisation pour reconstruire leur maison dans ces villages. Il y a une immense lassitude de cette guerre qui recommence avec ce sentiment que l'histoire bégaye constamment ici au Liban. Baudouin, encore un mot, s'il vous plaît. Israël qui veut intensifier ses frappes, on l'a dit, sur le Hezbollah libanais, mais l'organisation terroriste rend coup pour coup. Là encore, on peut faire un parallèle avec le régime iranien. L'affaiblissement n'est pas encore forcément visible. Oui, les tirs ont continué depuis le Liban et les réponses israéliennes se sont fait entendre et sentir largement dans le pays. Cet après-midi, vers 17h, dans le quartier de Bachoura. Donc là, on n'est plus dans la banlieue sud de Beyrouth, Darié, le quartier chiite. On est vraiment dans Beyrouth, dans ce quartier de Bachoura, un quartier chiite du Hezbollah. 3 frappes coup sur coup sur un bâtiment qui abriterait en fait un stock, un des trésors du Hezbollah. Des millions et des millions de dollars auraient été abrités et c'est apparemment ça qui avait été visé d'après l'armée israélienne. C'est une réserve importante d'argent du Hezbollah dans ce quartier de Bachoura. Merci beaucoup pour vos précisions, Baudouin Wisselman, donc sur place à Beyrouth pour CNews. Emmanuel Razavi, peut-être un commentaire, une analyse. Bien sûr que le sort du Hezbollah et celui du régime islamique des Mollahs sont intimement liés. Oui, je voudrais d'abord dire d'ailleurs qu'en tant que franco-iranien, je pense beaucoup à mes amis libanais parce qu'on a vraiment le même ennemi qui martyrise en fait nos deux pays. Le Hezbollah, c'est une organisation terroriste. Le Hezbollah, c'est la réplique du corps des gardiens de la révolution islamique iranien au Liban. Le Hezbollah a été créé en 1982 par l'un des bras droits, le principal en fait d'ailleurs, disciple et conseiller, puis qui est devenu conseiller de l'ayatollah Khomeini, qui était un des fondateurs, c'est Ali Mohtachamipour, qui était le cofondateur des Gardiens de la Révolution, qui en 1982 a reçu la mission de Khomeini d'aller en fait créer une antenne, si vous voulez, des Gardiens de la Révolution au sud Liban. Donc c'était le Hezbollah. Donc c'est vraiment la République islamique d'Iran qui est derrière en fait cela. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, Israël évidemment fait face à un front avec le Liban en raison en fait du Hezbollah, qui évidemment répond aux ordres à 100%. Des gardiens de la Révolution. Et une population prise en étau et qui est prise comme bouclier humain en fait, par ces islamistes. Ce que fait le Hezbollah avec les Libanais, c'est ce qu'a fait le Hamas à Gaza avec les Gazaouis. Mais de toute façon, partout où les islamistes se sont implantés de façon institutionnelle, parce qu'au Liban, il faut se souvenir que le Hezbollah, il est présent au Parlement. À Gaza, c'est le Hamas qui dirige. En Iran, en République islamique, ce sont des mollahs partout où les islamistes ont pris le pouvoir, au Proche et au Moyen-Orient. Il faut vraiment y penser, il faut méditer à ça. D'accord ? C'est devenu le chaos. Les populations sont devenues en fait des populations. Mais là, c'est un drame humanitaire, ce qui se joue au Liban. Et c'est la faute du Hezbollah. N'inversions pas les culpabilités. Vous savez, Julien, il y a une chose qui est importante. Le Liban vit aujourd'hui un drame humanitaire. L'Iran vit aussi un drame humanitaire. On n'en parle pas. Il y a des débuts de famine depuis quelques semaines dans plusieurs provinces en fait iraniennes, au Baloutchistan, notamment en Azerbaïdjan. Les gens ont faim, ne peuvent pas se nourrir. 2/3 de la population en fait iranienne vit en dessous du seuil de pauvreté, ne parvient pas à se nourrir plus d'une fois par jour. Il faut comprendre que les produits de base sont devenus inaccessibles. En Iran, où on mange du riz, le riz est devenu quasiment inaccessible. Vous avez du mal à trouver en fait de l'huile. Le Liban, l'Iran, Gaza, c'est vraiment l'enseignement, je trouve, de toute façon, de ces dernières années, d'accord, sont devenus en fait des pays détruits. Il y avait tout pour que ce soit des pays qui... Le Liban, c'était la Suisse du Moyen-Orient, souvenez-vous. L'Iran, moi j'ai connu évidemment l'Iran étant enfant, vous l'avez rappelé, Louis, c'était un pays qui était un pays magique. Voilà ce qu'ils en ont fait.
Et c'est pas fini, c'est ça qui est terrible et personne ne peut dire combien de temps et jusqu'où, encore une fois, cette guerre nous emmènera. Merci à tous les quatre, Louis Dragnel, lieutenant-colonel Vincent Barretier, Bruno Combi et Emmanuel Razavi. C'était passionnant de vous entendre. Je remercie surtout les téléspectateurs de CNews, les auditeurs d'Europe 1. La suite des programmes